Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts de GTEx Future Health Africa. Donc nous avons passé plusieurs podcasts et aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle parce que je reçois quelqu'un qui s'appelle Monsieur Amin Skhri, qui est le directeur général d'AstraZeneca Maroc. Bienvenue et je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour ce podcast. Merci, c'est Shakib, c'est un réel plaisir. Merci pour l'invitation et encore une fois félicitations déjà pour la réussite du GTEx et aussi le projet du GTEx Future Health que vous organisez en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Je pense que c'est un événement qui va être majeur pour tout le secteur de la santé et qui va apporter beaucoup sur la dynamique qui est déjà positive depuis quelque temps dans le domaine de la santé. Et je pense que ça sera de bon augure pour le futur. Eh ben, écoute, je te remercie déjà premièrement pour cette introduction et je te remercie parce que tu étais parmi les premiers à nous faire confiance. Je suis venu te voir au bureau, je t'ai présenté le projet de GTEx Future Health et tu m'as dit, écoute, j'ai pas encore consulté tout le monde, mais on sera là. Et tu es là et je te remercie. Et c'est ça qui est important parce que le but pour nous, c'est de réussir ce challenge. Le challenge, c'est pas juste la réussite de l'événement, mais c'est aussi de positionner le Maroc comme le hub sanitaire à l'échelle africaine. Alors, sans tarder, moi, j'aimerais bien que tu me parles, premièrement, qu'on sache qui est AstraZeneca. Quelle est la mission de AstraZeneca, le rôle de AstraZeneca, comment vous travaillez dans ce domaine de la santé aujourd'hui avec les données, l'intelligence artificielle, le deep tech. Dites-moi tout, une introduction pour AstraZeneca. Tout d'abord, AstraZeneca, c'est un laboratoire international qui a pour mission de développer des solutions thérapeutiques innovantes qui font progresser la médecine au service des patients et au bénéfice aussi parce que il n'y a pas que les patients, il y a leurs familles, mais il y a aussi la santé de la population qui a bien entendu un impact économique assez significatif. Quand on a une population en bonne santé, c'est clair que ça a des impacts positifs sur le développement du pays. Donc c'est important et puisque la médecine elle progresse très vite. Disons que AstraZeneca, la mission principale c'est vraiment d'aller sur des solutions où il y a le plus de besoins non satisfaits jusque-là, mais aussi en parfait alignement avec les priorités nationales du pays et aussi parce que c'est une entreprise nationale, ces priorités sont partagées par plusieurs pays dans diverses aires thérapeutiques. Il est clair que depuis quelques années, la santé a aussi tellement évolué que plusieurs sciences ont intégré la santé pour la faire progresser, notamment la génétique, et depuis quelque temps, les nouvelles technologies, la digitalisation, l'informatique, le bioengineering, et tout récemment l'intelligence artificielle. Donc tout à fait et normalement, AstraZeneca, disons, elle a accompagné ce changement, voire elle a l'idée ce changement en intégrant très rapidement toute cette évolution dans les premières étapes de recherche jusqu'à après ou accompagnant la sortie des traitements issus de la recherche d'AstraZeneca. Donc AstraZeneca, c'est un laboratoire qui est assez jeune, qui a à peu près 25 ans. On vient de fêter les 25 ans il y a à peu près 2 ans. Et c'est un laboratoire suédois et britannique qui est basé à Londres et avec des équipes qui, comme je l'ai dit, sont investies dans la recherche. Mais la recherche... Et vos recherches, centres de recherche de développement, ils sont où? Ils sont un peu éparpillés dans le monde entier, aux États-Unis, en UK, en Suède, Singapour, donc dans plusieurs pays. Mais la particularité peut-être d'AstraZeneca, c'est que il y a une recherche intramuros, mais il y a une recherche qui est basée sur les partenariats que nous avons avec le réseau de partenaires. Et donc c'est important pour aller vite. Je pense que le meilleur exemple dans tout ça a été, et c'est peut-être la chose, l'une des caractéristiques qui a fait connaître
AstraZeneca dans le monde, c'est le développement du vaccin pendant le Covid. Tout à fait. AstraZeneca n'a jamais été une entreprise qui a développé des vaccins, mais le besoin qui est né de manière urgente à cette époque-là a fait que on s'est allié avec l'université d'Oxford pour pouvoir développer des vaccins. Mais comment vous avez fait pour développer ce vaccin rapidement? Parce que là, vous parlez de la génétique, ça veut dire que vous utilisez des data centers, des supercalculateurs, l'intelligence artificielle pour la combinaison des molécules. Expliquez un peu plus pour ce développement de vaccins et le temps de rapidité, surtout. J'ai pas le détail sur comment ils ont Oui. fabriqué le vaccin, mais ce que l'on sait tous, c'est que c'est un bel exemple d'agilité. Oui. Parce qu'une entreprise qui n'a pas peut-être l'expérience de développer des vaccins, qui se met avec une université qui est réputé pour sa recherche et son rôle académique, mais aussi sur un réseau pour la partie fabrication, sur un réseau de partenaires et tout ça. Donc, combinant tout ça, ça a fait naître très rapidement, bien sûr avec les chercheurs, très rapidement, un vaccin qui a été mis à la disposition des autorités des différents pays, dont le Maroc qui a été parmi les premiers. Et donc, voilà un peu comment c'est né, et c'est clair que c'est la même vision que AstraZeneca adopte dans sa recherche. C'est vraiment le besoin de la population, les priorités du système de santé, intégrant les nouvelles technologies quand il le faut, pas uniquement dans le drug discovery, mais tout au long du parcours de recherche, mais aussi sur le parcours patient. Et donc tout cela a amené AstraZeneca à être un des laboratoires leaders dans le monde, présent dans pratiquement tous les pays, notamment au Maroc, et développement des solutions thérapeutiques dans les aires thérapeutiques qui ont où il y a le plus de besoins, notamment en oncologie, dans les maladies cardiovasculaires, métaboliques, entre autres, les maladies respiratoires, mais aussi, et il faut pas aussi l'oublier, les maladies rares qui sont pas si rares que ça, mais qui sont tout aussi importantes et doivent faire partie de l'agenda politique et sur lesquelles nous travaillons beaucoup en ce moment pour vraiment faire en sorte que ces patients aient la même attention que tous les autres patients qui souffrent de diverses maladies chroniques notamment. Alors maintenant, parlons de votre présence ici au Maroc, donc AstraZeneca, donc au Maroc, donc vous êtes à la tête d'AstraZeneca ici au Maroc. Comment vous travaillez avec les institutions gouvernementales, les partenaires côté hôpitaux, CHU, également privés? Comment vous travaillez avec ces partenaires pour avancer avec AstraZeneca, donc ici au Maroc, mais également peut-être pourquoi pas dans une projection demain à ce que AstraZeneca travaille avec des startups marocaines et peut-être voir demain des produits AstraZeneca développés avec un écosystème marocain. Et pourquoi pas, entre guillemets, un made in Morocco. Oui, pourquoi pas. C'est clair que de toute manière, nous, comment on voit les choses, notre vision, c'est vrai que la priorité pour nous, c'est mettre à la disposition déjà des patients marocains les innovations issues de la recherche et le développement d'AstraZeneca. Et ça, c'est la mission principale, parce que il faut rester aussi sur comment on peut changer la vie d'un patient, sauver la vie d'un patient, ceux de sa famille aussi. Et donc, c'est clair que c'est important, et c'est la mission principale, c'est avoir ces traitements qui ont une grande valeur ajoutée, disponibilité de ces traitements au niveau de l'écosystème de santé. Mais on sait tous que ce n'est pas uniquement une histoire de traitement. Le traitement n'est pas l'unique solution. Il y a tout un écosystème où il y a tout un parcours patient qui parfois il est pénible, où il y a des écarts qu'il faut combler, sur lesquels il faut travailler pour pouvoir maximiser le besoin, plutôt l'impact de ces traitements pour les patients. Et donc notre action ne se limite pas à mettre à la disposition du médecin ou du patient ces traitements, c'est aussi de travailler sur les gaps que rencontrent les patients tout au long de leur parcours, commençant par comment on peut accélérer le diagnostic à travers un dépistage précoce ou un diagnostic précoce. Comment on peut identifier des patients qui peuvent le mieux à travers aujourd'hui avec les diagnostics de dernière génération, avec notamment la génétique. Comment on peut sélectionner les patients qui peuvent
le plus bénéficier. Dans cette démarche, comment vous travaillez avec les institutions gouvernementales, par exemple avec le ministère ou la Fondation M6 des sciences de la santé? On travaille tout d'abord avec partager une vision commune. D'accord. Qui est vraiment servir le patient et faire en sorte que nous adaptons nos actions par rapport aux besoins de ces patients. Donc on partage la même vision, mais au-delà de la vision, il faut la transformer en action, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur des projets spécifiques. C'est-à-dire que s'il y a un gap quelque part, ben on va travailler ensemble à travers des projets pilotes ou des projets à large échelle pour pouvoir travailler sur le diagnostic. Et là, on met en place des programmes de soutien au diagnostic pour les patients, par exemple, en oncologie, qui fait en sorte que on arrive, par exemple, à localiser au Maroc des tests diagnostiques qui étaient faits à l'étranger il y a quelques années. Mais qui fournit ces données, ces statistiques par rapport à la population ici au Maroc? Bon, on a les données qui sont disponibles au niveau des hôpitaux, des sociétés savantes. Il y a des données qui sont publiées, qui sont issues de la recherche de nos experts ici au Maroc, qui nous aident à mieux comprendre les besoins de l'écosystème pour pouvoir, disons, designer des solutions qui soient adaptées. Voilà. Et puis encore une fois, dans une logique agile, hein, on va pas de 0 à 100, on va y aller étape par étape. Déjà, il faut solutionner. Si je prends l'exemple du diagnostic, il faut travailler cette partie-là en mettant en priorité le fait que le diagnostic doit être fait. Après, on peut travailler à ce diagnostic. Pourquoi pas le faire dans une plateforme au Maroc, ou au moins une partie. Donc, on peut y aller étape par étape pour faire en sorte que, en même temps qu'on solutionne le problème, ben, on construit tout un écosystème qui est, voilà, dans une ère où on parle beaucoup de souveraineté sanitaire. C'est aussi un exemple où on a eu dans le passé plusieurs tests qui étaient faits en oncologie, qui ont été localisés au Maroc, qui sont faits aujourd'hui maintenant Et donc là, on parle à l'échelle marocaine, mais comment ça se passe à l'échelle africaine? Parce que j'imagine il y a d'autres entités AstraZeneca dans différentes régions d'Afrique. Est-ce que vous collaborez ensemble au niveau continent africain? Comment ça se passe, les échanges entre les différentes filiales AstraZeneca ici en Afrique? Alors pour ce qui est de l'Afrique, c'est quelque chose qui m'est très cher parce que j'ai un peu travaillé dans certains pays, notamment en Afrique, mais il y a un grand, disons, socle commun en termes de besoins pour les pays africains. Il faut dire que l'Afrique aujourd'hui, elle est dans une phase très importante par rapport à l'importance de la démographie africaine. Elle représente aujourd'hui 17% de la population mondiale. Et au-delà de ça, c'est probablement l'un des continents où la population croît le plus par rapport aux autres continents. Ce qui veut dire que si on se projette dans le futur, cette population, elle est amenée à être la plus active dans le monde et elle a intérêt à être en bonne santé. Et donc, une attention particulière par rapport à ces besoins en santé pour l'Afrique sont importants, notamment pour tous les laboratoires internationaux et en particulier AstraZeneca. Et c'est clair qu'il y a une attention particulière. Il y a un deuxième élément qui est la transition épidémiologique. L'Afrique, aujourd'hui, de plus en plus, elle tend vers des priorités de santé qui sont plus tournées vers les maladies non transmissibles, comparé à quelques années où on était plus dans les infections, dans le sida et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on passe vers le cancer, les maladies métaboliques, le diabète, plus tard les maladies neurologiques, parce que l'espérance de vie en Afrique va augmenter et donc c'est un problème qui va se poser. Et donc c'est clair que on doit avoir une politique tournée vers l'Afrique. Donc c'est vrai que AstraZeneca, nous avons mis en place des programmes qui sont spécifiquement tournés vers l'Afrique et alignés avec les priorités sanitaires de chaque pays. Les défis auxquels on a notamment, je cite, 2 exemples qui sont concrets et dont le Maroc fait partie. On a le programme Cancer Care Africa, qui sont un ensemble d'initiatives qui sont adaptées à chaque pays, ne sont pas les mêmes
dans tous les pays. Donc, ils sont tailored, comme on dit, Oui. à chaque pays pour pouvoir vraiment répondre aux besoins. Donc, c'est un ensemble d'initiatives qui visent soit à améliorer le diagnostic, soit à accroître les capacités des ressources humaines sur place, soit travailler sur la sensibilisation des patients, soit renforcer les capacités de diagnostic précoce et de la prise en charge et de l'accès, etc. Donc, il y a un ensemble d'actions et qui sont mis en place en collaboration et en partenariat, et c'est très, très important, avec les autorités nationales, mais aussi avec les autres acteurs qui peuvent aider. Et donc, c'est ça, vous avez posé la question tout à l'heure sur comment nous, on procède, notamment au Maroc. On procède, comme je l'ai dit, à travers une vision commune, un partenariat solide sur le long terme. C'est pas un partenariat sur le court terme qui est opportuniste, mais plus tourné sur le moyen long terme. Et voilà, avec des projets pilotes qu'on peut après élargir pour les déployer au sens large dans le pays. Donc ça m'emmène donc à la discussion que nous avons démarrée tout à l'heure sur les startups. J'aimerais bien savoir les critères selon AstraZeneca. Comment vous faites pour choisir vos startups? Quels sont les critères? Est-ce que c'est l'innovation? Donc dites-moi un petit peu pour que qu'on puisse comprendre les critères sur lesquels vous vous basez pour sélectionner vos startups au niveau global. Et après, on va se projeter un petit peu ce qui peut se passer au Maroc par la suite. Alors, il y a un tropisme vraiment assez important vers le partenariat, notamment avec les startups et les compagnies qui sont dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle. Donc, beaucoup de partenariats, de collaboration sont déjà depuis quelques années. On a même créé une entité dans l'organisation d'AstraZeneca qui est complètement dédiée à l'intelligence artificielle, avec une vision d'intégrer de manière complète l'intelligence artificielle au niveau d'AstraZeneca et dans tout ce que nous développons à l'horizon 2030. Et c'est clair que voilà, c'est un engagement du laboratoire, mais c'est clair qu'on ne pourra jamais faire ça tout seul. Oui. Donc on a besoin d'un réseau de partenaires qui est un peu éparpillé dans le monde entier. Et comme vous le disiez, c'est comment on choisit nos partenaires, c'est par rapport aux orientations stratégiques que nous avons, notamment sur les aires thérapeutiques dans lesquelles nous opérons et sur lesquelles nous développons des besoins. Chez AstraZeneca, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un peu le besoin au niveau parcours patient. On voit les choses de manière plus large, de telle manière que les startups peuvent intervenir dans les différentes étapes du parcours patient, au dépistage, diagnostic précoce, dans la prise en charge, dans le monitoring aussi des traitements, dans l'accompagnement. Donc tout ce qui peut faciliter le parcours du patient, mais aussi dans la partie drug discovery. Donc ces critères-là, donc toute solution qui est développée par ces startups et qui va dans le sens de l'innovation et la valeur ajoutée qui est significative, certainement, elle suscite l'intérêt pour pouvoir discuter, développer, pour pouvoir aussi améliorer cette solution, parce qu'on a aussi une vision qui est la nôtre, celle du terrain et des besoins, donc permet d'ajuster certaines solutions pour pouvoir offrir le meilleur pour les patients. Et quand un programme d'accélération de start-up ici au Maroc? C'est une ambition. Je pense que le GITEX Health Future Healthcare est une très belle opportunité. C'est pour ça qu'on a adhéré dès le départ, parce qu'on a cette vision. Et l'idée, c'est vraiment de connecter dans un premier temps les différents partenaires. Les startups sont présentes. Voilà. Et nous, partenaires, on aura 150 à 200 startups dans la santé qui seront présentes à GITEX Future Health. C'est une très bonne chose parce que c'est ce qui va permettre, en tout cas, c'est comment nous on voit les choses, c'est vraiment connecter, évaluer ce que nous avons déjà et puis connecter les partenaires internationaux pour pouvoir vraiment faire rencontrer, connecter et voir un peu comment on travaille ou comment elles ont évolué aussi pour devenir ces startups internationales, inspirées et pouvoir, pourquoi pas, passer de l'utilisation de solutions internationales au développement de solutions nationales, mais je pense avec l'ambition, encore une fois, de ne pas rester là, mais de
de s'internationaliser, d'exporter son savoir-faire et ses solutions. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à ces startups marocaines. Et j'en ai vu quelques-unes, et elles sont très actives. Elles ont besoin aussi d'être coachées, d'être accompagnées. Et je pense que c'est aussi l'un de nos rôles en tant qu'entreprise pharmaceutique de vraiment les conseiller. Et je pense que cette rencontre au niveau du GITEX va beaucoup aider à orienter tout ce qu'ils font vers des solutions qui vont être impactantes. En tout cas, une des missions qui est très importante pour GITEX Future Health, bien sûr, c'est de connecter donc le privé, le public et les investisseurs pour parler d'investissement, la souveraineté. D'ailleurs, donc la première journée, donc il y aura un summit qui est dédié à la souveraineté sanitaire. Donc il y aura donc des ministres, des présidents de grandes sociétés, des investisseurs. Donc toute l'après-midi, le 4 mai, on va parler de ça. À côté de ça, il y aura entre 150 et 200 startups qui seront là, connectés avec des investisseurs pour lever des fonds. Mais également, on va dérouler donc la compétition Supernova, et je crois que le ministre de la Santé lui-même, il sera là pour décerner donc le prix de la startup qui va gagner. Donc on va apporter cette dynamique, cette fraîcheur à la santé et cette transformation de la santé d'une manière générale. Et surtout, le but, c'est de positionner le Maroc comme le hub sanitaire. Moi, je te remercie parce que depuis le début, tu nous as fait confiance par rapport à GITEX Future Health, mais j'aimerais bien savoir quelles sont tes attentes par rapport à GITEX Future Health. Tu participes, AstraZeneca participe. Quelles sont les attentes? Qu'attendez-vous de GITEX Future Health Africa Morocco Casablanca 2026? Je pense personnellement, j'attends que le GITEX Future Health doit être ou va être un accélérateur d'intégration de solutions digitales, d'intelligence artificielle dans le système de santé. Maintenant, on sait que ça bouge. On sait qu'il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles. Je pense qu'il faut passer à l'étape suivante, qui est une intégration très rapide. Même si on va utiliser, on doit commencer à l'utiliser, à l'intégrer, à l'adopter très très rapidement parce que ça bouge très très vite et ne pas attendre la solution parfaite ou autre. Donc il faut qu'on arrive à intégrer très vite tout ça, à pouvoir évaluer l'impact et sur ça j'en suis certain. Je pense que l'Afrique en général, c'est là où on va le plus voir l'impact positif de la digitalisation de l'intelligence artificielle. Parce que c'est là où on a le plus grand gap dans les systèmes de santé, un gap de ressources que va combler l'intelligence artificielle et la digitalisation, un gap dans le diagnostic précoce. D'ailleurs, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que on voit aujourd'hui donc une émergence des startups africaines dans la fintech, parce que plusieurs pays, donc le taux de bancarisation il n'est pas très important, il n'y a pas beaucoup de banques sur place, et donc il fallait mettre l'ingéniosité donc de la digitale, donc la partie intelligence artificielle, pour mettre en place des solutions fintech. Moi, en 2011, je me rappelle très très bien, j'étais au Ghana et ils utilisaient déjà donc le paiement via des SMS avec un opérateur qui s'appelait Tigo, donc la solution s'appelle Tigo Cash. Donc quand on a des problèmes, le digital il est là, il faut l'utiliser justement pour répondre à des besoins et également à lever des défis, donc des challenges également. Tout ça donc m'emmène donc à ma question par rapport à la question. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu vois la transformation de la santé en Afrique, puis surtout au Maroc, et quel serait le rôle d'AstraZeneca pour accompagner cette transformation de la santé? Je pense, enfin, on peut rêver sur 5-10 ans que ça va complètement se transformer pour devenir, je pense, avec la dynamique actuelle, que le système de santé, on aura une santé où on est plus dans le prédictif, dans le préventif, dans tout ce qui est diagnostic précoce, parce que c'est ce qui va changer radicalement la prise en charge des maladies. Et donc là aussi, encore une fois, les nouvelles technologies vont beaucoup y contribuer. On peut aussi imaginer qu'on aura d'ici là un parcours patient qui soit fluide et qui repose sur des soins de santé primaires de qualité, un parcours qui est fluide et qui aboutit à des centres d'excellence qui eux-mêmes utilisent les nouvelles technologies, innovations. On peut imaginer aussi un écosystème qui soit structuré dans son infrastructure, dans sa gouvernance, dans son financement, entre autres pour construire et ça, je pense, c'est très important,
un système de santé qui est stable, qui s'inscrit dans la durabilité, dans la résilience, notamment dans de potentielles crises comme celle qu'on avait vécue, un accès équitable, parce que c'est vrai que il y a encore des disparités aujourd'hui géographiques. On dit voilà. Là où on vit ne doit pas déterminer combien d'années on va vivre. Et donc, technique aussi, hein, donc il y a plusieurs zones dans l'Afrique qui ne sont pas connectées sur Internet. Exactement, déjà. Et ça va rapprocher cette équité dans l'accès aux soins, mais aussi dans l'accès au traitement, entre autres, et au diagnostic. Donc ça va beaucoup, les digital pathologies aujourd'hui va peut-être permettre à combler le déficit que nous avons en pathologie dans certains endroits, avec les nouvelles techniques qui peuvent diagnostiquer des maladies ou des mutations qui avant passaient inaperçues. Donc voilà, ça va beaucoup aider en termes d'évolution, et c'est clair que je pense que l'équité aussi sur l'accès au traitement qui est très importante, parce que là il faut développer les mécanismes, apporter les solutions d'accès qui peuvent favoriser l'accès à l'innovation très rapide, entre autres, et aussi encore une fois je reviens là-dessus, sur vraiment tout cela avec un cadre ou un écosystème qui soit fort, qui est aussi bâti sur les partenariats public-privé, et là j'insiste beaucoup sur parce qu'un seul acteur ne peut pas, les autorités, le ministère de la Santé ne peut pas tout faire tout seul, et donc on doit se mettre ensemble, on doit travailler ensemble pour vraiment changer la vie des patients et aussi les outcomes, comme on dit, sur les patients. Ben, c'est un peu le rôle aussi de GETEx Future Health, c'est de mettre dans le même espace le public, le privé, les investisseurs, les startups, pour apporter cette dynamique de transformation de la santé, répondre à des problématiques qui sont réelles au Maroc ou en Afrique, l'accès aux soins, la télémédecine, la téléconsultation, et il y aura une zone qui s'appelle Innovation Zone de démo, il y aura des démonstrations sur place pour montrer effectivement que les choses avancent d'une manière concrète. Mais aussi, ce qu'on sommes en train de mettre en place, ce sont des investisseurs qui viennent du monde entier, qui gèrent des fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars pour investir ici, discuter avec les startups, mais également des groupes internationaux qui vont venir. Vous êtes déjà là, donc mais il y aura aussi d'autres groupes qui vont être présents pour discuter avec l'écosystème de la santé marocaine local, africain, pour imaginer donc les investissements de demain et la transformation de la santé. Amine, je te remercie beaucoup. Je remercie AstraZeneca de nous avoir fait confiance, et je suis sûr que certains ensemble, nous allons construire donc ce Maroc qui va être le hub sanitaire à l'échelle africaine et apporter des soins donc à les zones rurales, par exemple, dans les zones où il y a des problèmes donc pour l'accès aux soins. Donc on va travailler ensemble, Inch'Allah. Donc sur cette dernière donc conclusion sur donc on a parlé dans 5 ans, 10 ans, comment tu vois la transformation de la santé. Donc on va terminer notre podcast. Donc je vous donne rendez-vous le 4, 5, 6 mai à Casablanca pour GETEx Future Health Africa. C'est une édition qui est très importante, qui aura lieu chaque année. Le plus grand événement de la santé en Afrique, sous au patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale, et en partenariat avec la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous.